Chers internautes, chers abonnés, bienvenue à l'acte 8 de Camtel Digital. Depuis quelques mois, vous l'avez remarqué, Camtel organise des webinaires pour édifier l'ensemble des internautes que vous êtes, l'ensemble du personnel de Camtel, sur les enjeux du digital. Aujourd'hui, le Cameroun compte près de 3 700 000 Camerounais présents sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est sans compter sur ceux qui sont présents sur WhatsApp. Donc, on se retrouverait facilement dans le double de cette communauté présente sur les réseaux sociaux, y compris WhatsApp. Alors, comment aborder les enjeux du digital sans parler de la communication sur le digital? Aujourd'hui, donc, nous allons nous appesantir, essayer de comprendre, essayer de savoir comment faire, comment rendre sa communication digitale impactante. Pour nous édifier sur cette thématique intéressante, nous avons l'honneur de recevoir 4 acteurs majeurs de cet univers de la communication digitale. Je m'en vais donc faire le tour de table pour présenter nos hôtes, nos invités, autant que moi, cet après-midi. Honneur aux dames, je commencerai par en présentant déjà celle qui a fait un ouvrage sur le sujet, intitulé Le B.A.B.A. du Community Management. Elle est consultante spécialiste du social media. Elle s'appelle Vanessa Kabiena. Bon après-midi, Vanessa. Bon après-midi, Lionel. À côté de Vanessa, nous avons une influenceuse parce qu'elle pilote une plateforme qui valorise tout ce qui est site touristique et culturel au Cameroun, appelée Dreamer. Mais elle est aussi responsable marketing dans un label qui monte sur le continent africain, Universal Music Africa. J'ai nommé Manuela Ebe. Bon après-midi, Manuela. Hello, hello Lionel, hello, bonjour à tout le monde. Mais pas influenceuse. À côté de cette influence, tu recommandes des endroits quand même assez intéressants. Et ça aide, ça guide ceux qui te suivent. Donc, tu es une influenceuse. À côté de Vanessa et de Manuela, nous avons donc deux autres monstres. C'est des véritables monstres, si je peux me permettre d'utiliser le terme, de la communication digitale au Cameroun en ce moment. Il est consultant en stratégie social media. Il est auteur aussi de 2 livres, Storytelling du Community Management et le Community Management en Afrique. J'ai nommé M. Chedjou Kandem, que les proches appellent Seka. Bon après-midi, Seka. Hello à tous, merci. Je suis ravi d'être là pour partager sur la communication digitale. Merci à toi. À côté donc de Seka, il y a le Hora. Je pense qu'aujourd'hui, depuis 4 jours, sur les réseaux sociaux, c'est le buzz total avec TikTok, Peter Lemon. Il est le promoteur du marketing Hora, directeur de la communication de Kezit et fondateur de Beamster Agency, qui est donc l'agence qui, depuis, fait le buzz avec la marque Top. J'ai nommé Anissé Nemani. Bon après-midi, Anissé. Bon après-midi, Lionel. Merci de m'avoir invité. Bon après-midi à tout le monde, hein, ceux qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook. J'espère que ça va être un moment assez intéressant, quoi. OK. Merci à toi d'être présent pour ce webinaire, ce 8e. Nous n'allons pas faire durer le suspense. Beaucoup ont vu les visuels, ont vu la communication. Beaucoup se sont connectés pour essayer de comprendre, d'apprendre auprès de vous. Nous allons commencer dans le premier tour de table, en commençant par passer la parole à Madame B.A.B.A. du Community Management. Vanessa Kabiena, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci Lionel de me passer la parole. C'est un plaisir pour moi d'être aux côtés de tous ces panélistes. Alors, sans plus tarder, comme tu as dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment rendre sa communication digitale impactante? Je vais commencer par dire que on n'a pas de formule magique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formule magique pour se dire que voilà, ça plus ça va nous donner ça.
Mais il est important quand même de se dire que toute action de communication découle d'une stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mener une campagne de communication, il faut bien que ça sorte d'une stratégie de communication digitale. Donc, le premier élément, c'est de mettre en place sa stratégie digitale, de se dire qu'on va communiquer sur quoi, qu'est-ce qu'on va dire, on va le dire comment. Donc, à côté de ça, il est également important de savoir sur quel réseau social on va communiquer. Parce qu'il faut bien se dire que on ne va pas être partout n'importe comment. Chaque réseau social a une particularité et des spécificités. Et donc, ça impose d'avoir un savoir-faire et une expertise en fonction du réseau social. Donc, on ne va pas être sur un réseau social simplement parce que tout le monde y est, sans au préalable avoir eu une stratégie. Donc, à côté de ça, il faut avoir une communication, j'ai envie de dire, originale. Une communication originale, c'est-à-dire que qui s'applique ou qui pourrait s'appliquer à notre contexte, qui est un contexte camerounais, un contexte africain. Seka et Anissé ne vont pas me dire le contraire. Donc, à côté de ça, je pense que l'un des aspects pour avoir une communication digitale impactante, c'est de pouvoir surfer sur l'actualité. Pouvoir surfer sur l'actualité, il faut être à l'affût des informations. Et les professionnels appellent ça du newsjacking. Il faut être capable à un moment donné de pouvoir surfer sur l'actualité pour davantage intéresser sa communauté. Parce qu'on n'oublie pas que c'est la communauté qui est au centre de notre stratégie digitale. Donc, tous les contenus qui sont faits, c'est davantage pour les intéresser, c'est davantage pour les engager. Donc, à côté de ça, je propose qu'il faut mettre un accent sur les contenus au travers desquels la communauté puisse se reconnaître. Parce que si on fait des contenus qui sont éloignés de notre communauté, de ce qu'elle connaît, on risque de passer à côté de nos objectifs qu'on a définis dans la stratégie. Donc, je propose vraiment de mettre sur pied des contenus qui sont intéressants au travers desquels la communauté puisse se reconnaître. Et puis, fatalement, les contenus, on sait tous que les contenus, images et vidéos fonctionnent mieux qu'autre chose avec le nouvel algorithme de Facebook, de Instagram et tout ça. Il faut utiliser des contenus davantage vidéo et images parce que les gens sont plus enclins à se reconnaître avec ce qu'ils voient ou alors ce qu'ils entendent. Voilà. À côté de ça, il y a un truc qui est très important. Il faut écouter son environnement. Il faut écouter son environnement et pour cela, il faut faire de la veille digitale pour voir ce que la concurrence propose, pour voir ce que les autres acteurs du secteur proposent et puis pourquoi pas à partir de là, améliorer et pour proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant à sa communauté. Et puis, un autre point qui est très important, il faut travailler avec ce qu'on appelle des relais d'opinion, des relais d'information. Et Manuela va me parler d'influenceurs. Donc, voilà, c'est important de travailler avec les influenceurs, mais là encore, pas n'importe quel influenceur. Il faut être capable de définir si l'influenceur va nous permettre d'atteindre nos objectifs, si notre communauté se reconnaît à travers cet influenceur-là, et même de savoir si l'influenceur est assez crédible et peut nous permettre de faire un bon retour sur investissement. Et donc, comme dernier élément que je propose encore pour avoir une communication digitale assez impactante, assez performante, c'est de mesurer toujours ses performances. Sur la base de la stratégie, au niveau de la stratégie, vous allez vous fixer des objectifs. Et il faut qu'à la fin, vous puissiez mesurer les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours de mesurer à la fin ses performances pour voir ce qui a marché, ça a marché pourquoi, de voir ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché pourquoi, et puis pour les prochaines campagnes digitales, de pouvoir améliorer ce qui n'a pas marché. Voilà en quelques mots, Lionel, ce que je peux dire au niveau de la com digitale. Ok, merci Vanessa. C'était des propos assez édifiants. Ce que je retiens et ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir une communication digitale impactante,
il faut d'abord avoir une stratégie bien énoncée, bien élaborée. À côté de la stratégie, donc, il faut avoir une stratégie contenue. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, qui a connu des mutations dans la façon de gérer la communauté, il est important d'avoir du contenu attrayant, images, vidéos, qui permettent donc d'attirer l'attention et de pouvoir donc peut-être atteindre les objectifs qui soient fixés. Et après, derrière, il faut mesurer les performances pour pouvoir évaluer et après se projeter sur les prochaines campagnes. À côté de ça, tu as parlé des influenceurs. Pour s'appesantir sur ce volet, je passe la parole à Manuela, qui aujourd'hui, avec Universal Music, gère des stars, des artistes, qui sont à côté de leur activité de musique, des influenceurs. Je parle de locaux, je parle de ténors, pour les plus connus sur le plan local, et d'autres peut-être. Manuela, tu as la parole. Oui, donc merci Lionel. Je vais rebondir directement sur le dernier point de Vanessa qui était de mesurer les statistiques avant d'introduire mon propos parce que c'est un point qui est très important. Ce qui est intéressant avec le digital, contrairement aux autres canaux de communication, c'est que justement on a la possibilité d'analyser directement les portées, les statistiques et donc du coup l'engagement des personnes avec qui on souhaite travailler ou alors les marques avec qui on souhaite travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui ne manque pas, contrairement à quand on fait un spot télé ou bien on fait une campagne d'affichage panneau 4x30, on ne saura jamais quel panneau a été le plus efficace. Là, avec le digital, c'est quand même un point qui est important. Donc maintenant, pour revenir au point que moi j'ai noté de mon côté, à pourquoi c'est important pour nous et comment est-ce qu'on choisit, peut-être avec quelle marque on travaille généralement chez nous, Universal Music. Je pense que déjà, que ce soit côté marque ou côté artiste ou influenceur, il est important que les personnes avec qui on travaille aient une ligne éditoriale précise. Quand je dis ligne éditoriale, c'est que je peux vendre de la bière, quelqu'un d'autre vend de la bière, mais il faut que dans ma ligne éditoriale, qu'on comprenne quelle est ma plus-value. Est-ce que c'est le packaging? Est-ce que c'est les composants? Est-ce que c'est l'apport nutritif, etc. Donc, c'est en fonction de ça, en fonction de cette ligne éditoriale que les posts, le ton, pourra avoir, comment je dirais, une continuité et donc une suite logique. Donc, pour moi, c'est le premier point, c'est vraiment définir sa ligne éditoriale. Et je précise aussi bien pour les influenceurs que pour les marques, parce qu'une marque qui a plusieurs produits, même avec un produit, peut communiquer de plusieurs façons, tout dépend de son objectif. Donc, il faut vraiment, pour moi, commencer par définir la ligne éditoriale. Une fois qu'on a défini la ligne éditoriale, il faut, le deuxième point, ce serait de définir l'identité visuelle. Lorsque j'ai défini, par exemple, pour un produit que ce serait axé, je ne sais pas moi, sur le bien-être ou le nutriment, il y a des codes couleurs qui vont avec ça. Les graphistes sont mieux en même d'orienter, mais je pense que justement, c'est le moment de s'équiper, de s'entourer de bonnes personnes. On ne choisit pas un logo comme ça parce qu'il est joli, il faut que le logo représente la marque. Donc, tout ça, c'est pensé. Il y a des marques qui négligent cet aspect-là, alors qu'un logo, on doit pouvoir, une fois qu'on le voit, le visualise, on doit pouvoir comprendre ce qu'il représente ou alors les valeurs qui sont véhiculées par la marque. Donc, ça aussi, c'est important, l'identité, la charte graphique de la marque et même, je reviens encore de l'influenceur ou de la célébrité. Parce que si je suis influenceur et que je parle de voyage, par exemple, je prends mon cas, de temps en temps, je fais des découvertes, c'est important dans les découvertes d'avoir à chaque fois qu'est-ce que les gens vont retenir. Ce n'est pas juste mon expérience, il faut aussi que inciter les gens à aller faire ce que j'aime faire. Donc, il faut avoir cette identité-là. Ensuite, le troisième point, c'est avoir une fréquence régulière. Avoir une fréquence régulière parce que malheureusement, avec les algorithmes en plus qui changent à tout va, surtout sur Instagram, si on n'a pas une fréquence régulière, malgré une communauté, peut-être on peut avoir un 10K ou 15 000 followers, mais si on n'a pas une bonne fréquence, on aura une portée négligeable. Parce que sur Instagram favorise vraiment l'interaction. Donc, il favorise, il faut échanger avec son public, avec les gens qui nous suivent. Il faut à chaque fois avoir ce lien-là. Et ça, c'est aussi un truc qui, pour moi, je vois souvent certaines personnes faire des posts, ne pas répondre à des commentaires ou venir poster une fois et 2 semaines plus tard. Pour moi, il y a ces deux aspects-là aussi qui sont très importants, la fréquence et l'interaction. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est des points qui sont importants. Et donc, le dernier point, c'était ça, c'était de mesurer et analyser les statistiques.
Comme j'ai commencé par ça, je termine après. Après, pourquoi c'est important? C'est important parce que nous sommes dans l'ère du digital. On sort d'une crise Covid où justement, on a bien vu que c'était le principal, à 70%, le principal canal de communication utilisé par les marques. Ne pouvons plus faire d'actions de terrain, d'événements, de concerts ou autres. Ils étaient obligés d'être axés sur le digital. On a vu, ça a poussé la réflexion, on a vu la mise en place de concerts exclusivement sur le digital, de concepts même, je prends le cas des Versus, qui ont permis de revoir d'anciennes célébrités qu'on négligeait un peu et ça a réveillé quelque chose. Donc, je pense que ce genre de crise aussi nous rappelle qu'on peut utiliser, on n'utilisait pas, on n'exploitait pas assez, par exemple, les lives. Et voilà, par exemple, même Zoom. Zoom, là, on est sur Zoom, mais on nous disait en janvier, février, je ne pense pas qu'on connaissait, on savait pas ce que c'était. Donc, ça montre bien que c'est un canal qui se développe et sur lequel on s'adapte au fur et à mesure. Voilà, donc juste pour illustrer un peu mon propos, je prendrai le cas de la campagne qu'on a faite avec Ténor et Malta. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que ce soit cohérent, le choix de l'artiste et le choix de la marque. Malta, c'est une boisson soft, donc sans alcool. À l'époque, donc il y a 2 ans, Ténor était encore mineur, donc on ne pouvait pas l'associer à un produit alcoolisé, ça n'a pas de sens. Et de deux, c'est un produit qui reflète sa personnalité. Quand on parle de Malta, généralement, dans les valeurs, les écriteaux qui sont écrits en bas de la canette, il y a goodness, donc bien-être, énergie, vitalité. Donc, ça représente bien Ténor qui est un peu foufou. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, même nous, dans le choix des partenaires, le choix des collaborations qu'on a entre les marques et nos artistes, c'est en ligne droite avec le positionnement qu'ils ont. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. OK, merci Manuela. Je vois que beaucoup d'internautes ont forcément des questions dans la partie questions-réponses à poser pour avoir plus de détails et être plus édifié sur ces éléments que tu viens de dire. J'aimerais passer la parole maintenant à un formateur. J'ai découvert dernièrement que son surnom, c'était ça. Mais très connu parce que derrière, il a beaucoup de formations qu'il donne sur les réseaux sociaux. Et notamment des collaborateurs internes qui sont des abonnés à ces formations, à ces masterclass sur le community management. Il est auteur de 2 livres, comme je le disais tantôt en le présentant, chez Kamdem. On veut écouter le maître. Tu as la parole. Quel maître? Moi, je ne suis pas maître. Écoutez, je suis juste un passionné qui a mis la passion côté professionnel pour en faire son métier. Donc, ce que Vanessa a déjà bien expliqué, et Emmanuela également, en parlant de stratégie éditoriale, je pense que je peux plus forcément rajouter la même chose. Je vais juste insister sur 2 aspects. La veille et la communauté. Alors, la veille, pourquoi? Parce que on sait que si on va avoir un impact sur sa communauté ou sur sa communication digitale, que ce soit sur les RS ou même en dehors, que ce soit niveau référencement, niveau publicité, display et autres, il faut savoir déjà l'évolution des mécanismes et des fonctionnalités des réseaux sociaux. C'est important parce que je me rappelle encore en 2016, on avait, là où je travaille en agence, on avait un client et on a découvert que le live était maintenant possible sur Instagram en 2016. Et là, c'est parce qu'on fait de la veille. Et donc, comme c'était un chef cuisinier, on a pu transformer ses contenus en live vidéo sur Instagram. Et je me rappelle à l'époque, on faisait des chiffres assez incroyables. On boostait, je pense, en termes de portée, en termes d'engagement sur ces différents directs. Bon, maintenant, on a IGTV et Ray sur Instagram. Ça apporte un peu plus. Mais je veux dire que si à l'époque, on n'avait pas eu ce coup d'œil de se dire il faut intégrer le live Instagram à sa ligne éditoriale en termes de contenu, on n'aurait peut-être pas eu un impact sur sa communauté à lui. Donc la veille, c'est important. Une veille niveau fonctionnalité, mais également veille sur ce qui se passe autour de la personne. Ça veut dire que une marque, une entreprise a besoin de savoir ce qui se fait dans son environnement direct. Je pense directement à ses concurrents, mais également son secteur d'activité. Ce qui fait qu'avec cette connaissance de l'environnement régulier ou de façon
hebdomadaire ou, je sais pas moi, journalière, on peut se dire, tiens, on peut anticiper sur telle action ou on peut rebondir sur telle action. Je pense que beaucoup de marques camerounaises maintenant, comme Valès en a dit, font beaucoup de newsjacking. Et c'est important parce que justement, ça permet de toucher des personnes assez aisément parce qu'elles se reprennent dans le sujet, mais surtout parce que derrière, la marque veut atteindre ses objectifs. Parce que quand on veut avoir un impact, c'est qu'on se dit, OK, moi, je veux être connu, je vais utiliser tel mécanisme pour avoir davantage de personnes qui me connaissent ou avoir, je sais pas, du trafic, de la conversion, mon application va être téléchargée et autres et autres. Maintenant, aspect communautaire, parce que tout se base sur la communauté. C'est la communauté, en fait, sur laquelle on doit vraiment se construire. C'est vrai que les gens disent qu'on veut construire une communauté. Or, la communauté est des fois existante. Ça veut dire que sur Internet, on a déjà des gens qui nous connaissent, qui nous aiment, qui sont nos clients ou qui sont même des clients fidèles. Et on doit pouvoir justement arriver sur ces plateformes digitales, les fédérer et pouvoir proposer justement du bon contenu. Et là, intervenir dans la ligne éditoriale. Ça veut dire qu'on a des contenus ludiques et utiles en majorité. Parce qu'il faut savoir quand on ouvre je sais pas moi, son Facebook, on n'a pas forcément comme intention de dire que je vais aller acheter une chaussure. Non, c'est que j'ouvre Facebook ou Twitter pour soit me divertir, soit m'informer en majorité. Maintenant, quand la marque ou l'entité s'insère dans cette logique, va proposer donc justement ce genre de contenu, des contenus utiles et ludiques, pour être sûr d'entrer dans le quotidien et l'esprit de celui qui va voir le contenu. Et c'est pour ça que maintenant, on parle de différents types de contenus, surtout les contenus imagés, parce que la plupart des personnes, je pense que les chiffres au Cameroun nous disent que je crois, la majorité des personnes qui accèdent aux réseaux sociaux, c'est sur mobile. Et on sait que quand on est sur mobile, on a aussi tendance à défiler l'écran. Et donc, du coup, en termes de contenu, le format est aussi important pour impacter. Je ne dis pas qu'il faut utiliser la vidéo. C'est vrai que la vidéo, c'est le format le plus apprécié. Mais on remarque très bien que sur Facebook, il suffit qu'une page publie un petit Congossa. Les gens adorent lire. Le format texte, les gens vont lire. On va demander à faire donner votre avis. La voisine a fait ceci, le voisin a fait ceci. Les gens vont vouloir commenter. Même le format texte a son impact. Mais je dis qu'il faut savoir sur quel format votre communauté aime bien réagir. Parce qu'il y a des communautés qui aiment uniquement l'image. On a eu des magazines qui fonctionnent uniquement avec l'image et ça marche très bien. On a également des pages du conseil, comme on voit beaucoup aussi de coachs de vie qui publient de longs textes et ça marche également. Donc, le format aussi est important pour être sûr de bien impacter sa communauté et surtout derrière atteindre ses objectifs. Parce que moi, je rappelle toujours, l'impact, c'est bien, si on veut faire le buzz, c'est tout. Mais derrière, on sait qu'on va atteindre tel objectif et si c'est réussi, tant mieux. On a eu l'impact qu'on voulait, on a eu les résultats. Parce que comme Vanessa et Manuel l'ont dit, les résultats, c'est important de savoir les différents KPIs. Est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce qu'ils ont progressé par rapport au dernier sur une période comparative? Donc, pour moi, les deux aspects importants, comme je l'ai dit, c'est la veille et la communauté, en plus de ce qu'ont abordé Manuela et Vanessa. Je terminais, hein? Et Vanessa. OK. Veille, communauté, mesure de performance, les triptyques, selon ces cas, pour avoir une communication quand même impactante. Sans oublier le volet contenu, imagé, beaucoup plus, bien que texte et vidéo peuvent aussi passer. Mais je mets le gras sur contenu imagé pour faire l'introduction d'un spécimen, je vais dire ça comme ça, Anissé Nemani, avec ce qui se passe depuis quelques temps sur les réseaux sociaux avec Top. Je pense que là, on a l'exemple réel de ce que Seka vient de dire, d'avoir du contenu imagé percutant, qui derrière permet donc de créer une communauté, de créer le buzz, mais qui derrière aussi a un objectif. Est-ce que maintenant que tu as la parole, peux-tu nous donner ton point de vue en tant que promoteur du marketing? Ouais, parce que les gars ont déjà tout dit, je sais que je vais rajouter quoi. Non, je vais commencer, je vais introduire mon propos en faisant un clin d'œil d'abord à mon équipe, parce que c'est toujours moi qui suis en avant, c'est comme si je faisais toute la magie seule. Alors que c'est vraiment un mode Sangoku qui demande l'énergie et tout le monde lève les bras à la fois. Il y a une grosse équipe derrière moi et puis les partenaires avec lesquels je travaille, que ce soit Brasserie, les Brice, Albin, Yves, tout le monde.
Pour revenir au sujet concernant la communication digitale, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que j'ai constaté que plusieurs entreprises, lorsqu'elles viennent vers certaines agences, en général, c'est pour des campagnes digitales, tu vois, des campagnes précises. Et ce que moi j'ai constaté au fil du temps, c'est que bah, c'est difficile d'avoir des campagnes digitales ponctuelles, impactantes, lorsqu'on n'est pas lorsqu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de présence, je parle de la régularité, de la constance et vraiment de la pertinence dans la façon d'engager les différents internautes qui nous suivent. Donc, du coup, pour moi, c'est pourquoi je trouve que c'est un thème assez intéressant parce qu'on est encore à l'ère du temps où certaines entreprises confient la présence digitale de l'entreprise à la personne qui est le plus sur l'ordinateur ou encore certaines entreprises confient justement la présence digitale, confient la présence digitale, mais derrière, on ne voit pas forcément les résultats. Ça veut dire que tu as des gens qui postent et derrière, personne ne like. Même, tu postes même ta matin, ne passe pas liker, quoi, tu vois. Ça n'engage, ça n'intéresse personne. Derrière, il n'y a pas de résultat et ça ne choque personne. Et au final, on met véritablement de l'accent sur les campagnes digitales. C'est lorsqu'il y a une vraie campagne digitale qu'on commence à faire appel aux influenceurs. On se dit qu'est-ce qu'on va faire ici, comme c'est sur un mois, comme c'est sur 2 mois, cette campagne-ci, comment on va faire pour que ça touche un certain nombre de personnes et tout. Et pour moi, je pense que pour qu'une campagne digitale ait du poids, il faut déjà qu'on soit présent. Et je rejoins tous les autres avec tous les différents points qui ont été cités pour avoir une communication digitale intéressante. Mais je vais quand même faire la précision, je veux quand même apporter cette précision. C'est dire que quand on parle de digital, on ne parle pas que de réseaux sociaux. Il y a, les marques sont présentes de façon différente. Il y a une marque peut être présente via sa vitrine, qui est le site web, et tandis qu'une autre peut être présente via les réseaux sociaux, ou alors les deux. Et lorsqu'on parle de vitrine et de site web, c'est une approche carrément différente de celle sur les réseaux sociaux. Là, on va parler d'acquisition, de targeting, de display, comme disait Shedju, ou encore de référencement naturel de référencement naturel et payant. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de communication digitale, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la marque. Je veux savoir, il s'agit de quelle marque, quelle est la philosophie de cette marque, quels sont les objectifs que cette marque souhaite atteindre quels sont les objectifs que cette marque souhaite atteindre sur le digital de façon générale. Je vais un peu plus me focus sur les réseaux sociaux que je maîtrise beaucoup plus. Donc, lorsque j'ai une idée assez claire de la marque, de ses objectifs, de ses objectifs et surtout de sa philosophie, je pense que un des points importants que les autres ont noté, c'est la ligne éditoriale, la cible et le ton. Pour moi, ça reste les points les plus importants lorsqu'on va avoir une communication digitale importante. Pourquoi je dis ça? Moi, je pense que nous avons trouvé un narratif qui nous expliquait que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui est fait chez nous. Et on le voit dans tous les domaines. Hein. On a tendance à penser que lorsqu'on est brun, on est plus beau. Lorsqu'on whiteise, on parle mieux. Lorsqu'on est en bain, on croit qu'on est plus intelligent. Et je pense que cette façon de voir les choses, cette façon d'appréhender les choses que nous avons trouvées, cette façon a impacté même sur notre communication. Aujourd'hui, on a une communication digitale qui est plutôt très calquée sur ce qui se fait ailleurs et qui ne correspond pas souvent aux réalités de notre environnement. Conséquence, ça ne parle pas forcément à la cible à laquelle on essaie de s'adresser. Et j'ai poussé la réflexion plus loin. Je me suis rendu compte que même les différentes approches marketing, les différentes approches marketing que nous utilisons en général
ce sont des approches marketing, qui viennent d'ailleurs, les noms viennent d'ailleurs. On va te parler de inbound marketing, on va te parler de content marketing, tous les noms que vous connaissez là. Et puis je me dis, finalement, on se contente de ce qu'on a trouvé et on fait des copier-coller, on ne sait pas forcément si ça marche ou pas, mais parce qu'on a vu que ça vient d'ailleurs et que ce qui vient d'ailleurs est meilleur, on l'applique quoi. Voilà pourquoi moi j'avais pensé ramener une communication qui est plutôt très, très, très contextualisée, avec le risque d'aller même sur de l'argot, en sachant que l'argot, c'est ce qui parle à la majorité de personnes, c'est-à-dire la masse, et même en faire un véritable concept et lui donner un nom. Et me dire, je vais certes continuer à utiliser tout ce qui est fait ailleurs, les techniques, les approches, mais je vais customiser et je vais apporter du mien, quoi. Et c'est comme ça que je suis parti c'est comme ça que j'ai mis sur pied le marketing ROA, qui pour moi est un ensemble de stratégies, de techniques qui font vraiment d'un internaute finalement un ambassadeur ou un client ROA. Pour moi, c'est le côté parler à l'oreille du consommateur. Et quand je parle de parler à l'oreille du consommateur, je rejoins Shedju qui disait qu'il faut fédérer des communautés. Oui, parce que pour moi, être présent sur les réseaux sociaux, justement, c'est être capable de fédérer une communauté, de la fidéliser, de l'impliquer et voir en faire des ambassadeurs. Et moi, je me suis dit, à l'époque, quand on était devant nos télés, quand on voyait la publicité de Nido, tu vois la publicité de Nido, tu vois Nido, Nido te dit, écoute, c'est bon, c'est sucré, nanani. Et toi, l'internaute, tu es comme, je vais dire, tu es très passif face à ça. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu achètes le Nido ou pas. Et cette façon, je veux dire, cette distance qu'il y a toujours entre le consommateur et le vendeur est souvent restée sur les réseaux sociaux, sur le digital de façon générale. Donc, on a l'impression qu'on a la marque qui est perchée en haut et le consommateur qui est en bas. Et la marque dit, je vends, tu achètes ou tu fais comment. Et pour moi, je pense que non, il est temps que la marque arrête d'être perchée et descende vraiment se mélanger à la foule qui est en fait la cible qu'ils souhaitent atteindre. Et c'est pour ça que, lorsque moi je parle de communication digitale, je pense que le tout se joue sur la ligne éditoriale. Quelles sont les différentes thématiques qui vont être abordées autour de ce que je vends, ou alors comment est-ce que je réussis comment est-ce que je réussis à parler d'un certain nombre de choses tout en ramenant ça au produit que je vends. Et derrière, ça me fait venir sur le fait que au final, pour moi, lorsque je regarde un peu les internautes au bled, je constate qu'il y a 3 points, ce que j'ai appelé souvent les points vitaux en fait. Il y a 3 points vitaux. C'est les 3 points vitaux des Camerounais, c'est le Congossa, c'est le clash, c'est l'humour. En fait, c'est des choses que les gars aiment parce qu'en réalité, ils viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir. Et lorsque tu décides justement d'être au milieu de ces personnes-là, d'être là au quotidien avec eux et que tu comprends que finalement, voilà les choses qu'ils aiment entendre, les choses sur lesquelles ils aiment bien donner leurs avis et tout, tu te dis comment est-ce que je parviens à vendre en passant par ces canaux-là, sans toutefois dénaturer l'image de marque, sans toutefois vraiment apporter du négatif à l'image que tu portes sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as compris ça, que tu as compris l'importance de fédérer une communauté, l'importance vraiment de créer de la proximité entre la marque entre la marque, le service que tu proposes et les internautes qui sont présents sur le digital, je pense que tu as la capacité de proposer des contenus assez pertinents. Parce qu'à ce moment-là, tu vas proposer des contenus qui parlent le même langage qu'eux, tu vas proposer des contenus qui reflètent les histoires qu'ils partagent au quotidien, tu vas partager des contenus qui réussissent à leur arracher le sourire,
comme ils aiment. Et en parlant de contenu, un autre point que je pourrais rajouter, c'est que on est quand même à l'ère où le consommateur achète plus l'histoire derrière le produit que le produit. Donc, le véritable challenge, c'est se concentrer sur ce que l'internaute gagne et non sur ce qu'on vend. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut vendre à tout prix. Tout ce sur quoi on communique, c'est je vends ça, c'est à tel prix, je revends encore ça à tel prix. Le prix a baissé, le prix a augmenté. Non, le prix est resté stable et tout. Et très peu de personnes se concentrent sur ce que sur ce que l'internaute gagne. Et lorsque tu as cette démarche de te dire, OK, derrière, au-delà de vendre, il faudrait que ces personnes-ci, qu'est-ce que ces personnes-ci gagnent? À ce moment, tu reviens au point que je disais, tu te dis, si tu réussis à lui donner du sourire, il aura gagné. Si tu réussis à faire exister cette personne, il aura gagné quelque chose. Et c'est à ce moment que tu comprends que fédérer des communautés autour de ce qu'on fait, c'est encore beaucoup, c'est davantage intéressant, quoi. Parce que lorsque tu fédères une communauté, au départ, tu pousses les gars à s'intéresser à ce que tu fais. À un moment donné, tu les mets en avant. Après, tu les impliques dans ce que tu fais et derrière, ils se sentent beaucoup plus importants que, voilà, lorsqu'ils étaient sur les réseaux sociaux, à juste communiquer un peu partout, à juste commenter un peu partout, quoi. Donc, pour conclure, bah, je dirais que tous les points ont déjà été, il y a des points intéressants qui avaient été évoqués par les autres. Je ramenais la précision sur le site web, les réseaux sociaux, l'importance de savoir ce que la marque a comme philosophie et les objectifs que la marque souhaite atteindre. Et pour moi, tout se joue sur la ligne éditoriale, le ton, la cible, la capacité à se morfondre dans la foule et à proposer des contenus qui parlent à la cible à laquelle on souhaite s'adresser. OK. Merci Anissé. J'espère que beaucoup ont été édifiés sur le marketing OA. Ce que je retiens, c'est que ces 3 points vitaux, quand même, qui contribuent à créer tout ça, à créer ce lien affectif avec la communauté. Les 3 points vitaux, c'est quoi? C'est ce qui intéresse la plupart des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le Congossa. Ce n'est pas des clichés, c'est ce que, en général, les gens viennent faire sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir d'autres. Ça peut être ces 3 points vitaux, selon Anissé, ça peut être 5, 4, 8, selon d'autres. Donc, c'est le Congossa, c'est le clash, c'est l'humour. 3 points vitaux qui permettent donc d'animer, de rendre créatif tout le contenu autour du marketing ROA pour une communication digitale impactante. Nous allons donc donner la parole aux internautes de la proposition qui diffuse en inbox. Yvan? Oui, allô Lionel, bonjour. Tu peux passer à la première série de questions. Oui, la première série à nos panélistes, on va commencer par les dames. Je vais poser à chacun sa question et chacun va retenir et va y répondre. On commence par Vanessa. En ce qui concerne le choix du réseau social le plus utilisé, quels critères pouvez-vous proposer pour un meilleur choix? Pour Manuela, nous avons tendance à prendre les images gratuites qu'on trouve sur le net. Pensez-vous que cela peut avoir un impact négatif sur notre technicien marketing? Je continue pour Shouju. On répond directement ou c'est, je sais pas. Non, en fait, je les pose à la ligne à la fois et après chacun y répond. Okay. Alors, pour Shouju, avoir un concurrent signifie-t-il forcément que notre technique fonctionne bien? D'après vous, le meilleur format pour communiquer, c'est lequel? Pour Anissé, le buzz est-il la meilleure méthode de marketing de nos jours? Sur quoi vous inspirez-vous pour produire vos textes? OK. C'est bon pour la première série. Ouais, du coup, on répond dans quel ordre, je ne sais pas. Vanessa peut... Tu peux commencer. Oh, d'accord. La question était de ça. La question
Allô? La question était de savoir quel réseau social pour quel type de contenu. Je pense que c'est ça la question. Oui, en fait, le critère, en fait, selon la personne, quel est le réseau social qu'il peut utiliser, selon les D'accord. cas de figure. Je pense que- Tout dépend déjà de l'objectif que vous avez au départ. Tout dépend de l'objectif que vous avez au départ parce que euh, vous n'allez pas vous mettre sur un réseau social juste par suivisme ou alors simplement parce que c'est à la mode. Tout dépend de l'objectif que vous avez ou que votre entreprise veut atteindre. Et on sait tous qu'au Cameroun, le réseau social le plus utilisé, c'est Facebook. Donc, ça veut dire que si vous voulez atteindre les masses, si vous voulez toucher le maximum de personnes, il serait préférable de privilégier, disons, Facebook que, par exemple, Snapchat ou Twitter. Donc, c'est un peu ce type de réponse que je peux donner. Donc, tout dépend de votre objectif de départ. OK. On passe à Manuela. Oui, alors ma question, c'était sur l'utilisation des photos gratuites, si j'ai bien compris, dans le cadre des campagnes. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, selon moi, c'est pas un bon choix. On a d'ailleurs vu, je crois, là, à la rentrée, quatre, quatre entreprises qui se sont retrouvées avec la même photo de fond utilisée. Et c'était quand même assez, assez critique. Je trouve ça dommage qu'en fait, même dans les boîtes qui ont même directement parce que ce n'est pas toutes les boîtes, mais celles qui ont déjà même des cellules ou des départements donc de communication, il peut avoir des employés ou des clients qui peuvent même se porter garant. Et pour moi, ça aurait même un meilleur impact parce que c'est plus crédible pour la personne qui regarde, sachant que, OK, bah, Lionel, tu travailles à Camtel, si on te voit sur un truc, Camtel, c'est que tu donnes de ta personne, c'est crédible. Pour moi, moi, je recommanderais ça, en fait, aux entreprises, de travailler avec des personnes dans l'environnement. Anissé l'a dit, et je veux juste souligner, c'est vrai que ce n'est pas dans la question, je veux juste souligner, dans le sujet, il y a le mot impact. Comment rendre sa communication digitale impactante? Impact, ce n'est pas forcément le nombre. C'est-à-dire que souvent, les gens veulent comment avoir beaucoup de followers, comment truc. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de followers ou que la marque a beaucoup de followers que la marque va impacter. Ça veut dire aller vers sa cible. Donc, impacter, c'est vraiment réussir à transformer, à passer le message souhaité, en fait. Donc, c'est pour ça que pour les marques et dans le choix, je reviens dans le choix des influenceurs avec qui on travaille, il y a ce qu'on appelle le taux d'engagement. Quelqu'un peut avoir 5 000 abonnés, mais avoir un meilleur impact que quelqu'un qui a 100 000 abonnés. Donc, je voulais juste dire ça parce que c'est dans l'intitulé du sujet et c'est très important de préciser ça, en fait. Mais est-ce qu'on peut rebondir? Oui. J'ai quand même envie d'apporter une précision sur ce que dit Manuela. Ce n'est pas parce que les photos étaient gratuites qu'on s'est retrouvé avec 4 personnes qui avaient les mêmes photos. Et en fait, il y a des outils, il y a des plateformes qui vendent des photos payantes. Même lorsque tu achètes une photo, tu n'as pas l'exclusivité. Ça veut dire même lorsque tu as acheté, tu peux te retrouver avec une photo achetée, mais qui est utilisée par une autre structure. Et on est dans un contexte où la majorité des plateformes qui vendent des photos ont à 80% des photos des watts. Et comme nous, on communique au bled, on recherche des photos il y a de très peu de noirs. On a très peu de fois. Tu vois? C'est donc pour ça que j'incite les gens à faire des campagnes terrain, c'est-à-dire que dans le personnel, la clientèle, il y a des gens qui sont là. Pourquoi aller acheter des personnes? Je pense qu'une des solutions, c'est que les entreprises produisent eux-mêmes leur contenu sur le terrain, font leurs propres photos, leurs propres contenus, et en même temps, je pense que ça coûte énormément, ça coûte assez cher et que peut-être il n'y a pas encore les budgets. Il faut savoir que c'est maintenant qu'on arrive un peu plus sur le digital, hein, qu'on comprend vraiment l'impact et on va commencer à mettre des budgets dessus. Et là, peut-être ils penseront à créer leur propre contenu. Mais j'insiste dessus parce que j'ai vu comment on insultait les designers et on insultait les autres de ne pas faire la veille. Ça n'a rien à voir. Parce que nous, par exemple, lorsqu'on veut faire, par exemple, un visuel pour dire bonne fête des mamans, le visuel, on le fait 3 jours avant et on le publie à 7 heures.
Et si à 14 heures, on constate que cette photo est utilisée par 5 autres entreprises, franchement, ce n'est pas parce que le designer est faible ou parce qu'on ne fait pas de la veille. C'est parce que finalement, ils ont choisi la même photo, tu vois. Et donc, moi, c'est un débat qui m'avait beaucoup intrigué, mais comme je ne débat pas sur les réseaux sociaux, je préfère pour rebondir en expliquant que ce n'est pas de la faute du designer et ce n'est pas parce que les photos étaient gratuites. Je ne sais même pas si d'ailleurs cette photo était gratuite. C'est qu'on manque de contenu, les contenus locaux. Non, le challenge, il est là, comme Manuela l'a dit, et on doit le capter. Il y a du personnel, il y a des clients. On peut organiser des campagnes de shooting pour avoir des contenus originaux. Parce que je pense que mettre en avant un personnel et un visuel qui présente une offre a beaucoup plus de valeur d'avoir une personne X qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un bon point qu'on note. La prochaine, c'est quoi? Alors, si je me souviens bien la réponse, enfin la question c'était format idéal de contenu. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de format idéal. Je l'ai bien dit sur les études, on dit que la vidéo marche bien. Et même quand on dit vidéo, il y a deux types de vidéos. Il y a la vidéo native, donc celle qu'on prend, on poste directement. On a la vidéo en direct qui marche mieux que la vidéo native. Pourquoi? Parce que la vidéo en direct est une vidéo qui se crée à l'instant T. Un peu comme ce webinaire. C'est-à-dire que pendant qu'on parle, la vidéo se crée. C'est un contenu original et donc forcément aimé des algorithmes. Mais ne vous focalisez pas uniquement sur la vidéo parce que comme tout à l'heure on parlait des banques d'images qui coûtent cher, faire aussi des vidéos, ça coûte cher. Donc vous n'avez pas forcément tout le temps vous dire je vais me faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, ça demande de l'argent. Et donc, il faut pouvoir savoir tester différents formats, que ce soit la vidéo, l'image, les infographies, le lien, les articles, le texte, ou alors une combinaison de ces supports, voir lesquels ont une bonne caisse de résonance ou alors un bon impact auprès de votre communauté. Je pense que c'est de là que vous allez vous-même tirer de votre propre expérience pour savoir, OK, ici, là, voici le meilleur format de contenu qui marche bien auprès de ma communauté. Et encore, il faut savoir sur quel RS ça fonctionne le mieux. Parce que tu peux aller sur Instagram ou sur Twitter, ce ne sera pas forcément le même format qui va bien marcher de ce côté-là. Et donc, je vais rebondir un peu sur la banque des banques d'images parce que c'est important. Moi, je me rappelle, on avait dû batailler pour une banque africaine qui avait une banque d'images déjà vieillissante. Mais elle nous avait rappelé que pour faire celle qu'on avait en notre possession, ça avait coûté énormément d'argent. Et donc, elle avait hésité à lancer. Elle a dit que non, réutiliser les anciennes images, même ça fait 4 ans qu'on a fait. Il faut encore utiliser. Des fois, on avait des clients, on avait comment ça s'appelle, des internautes qui nous disaient, l'image date, l'image date. Ouais, les images datent, mais quand on te montrait le budget de la banque d'images qu'on avait constituée en Afrique de l'Ouest, mais tu pouvais pleurer. Enfin, c'est là qu'on comprend que la banque était réticente. Donc, je comprends même que maintenant, nos entreprises locales, on demande de faire ne serait-ce que même une dizaine de photos. Quand tu penses déjà au photographe, tu penses au mannequin, tu penses à la fille qui a fait le make-up, etc. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, tout ça vaut pouvoir. Mais ce qu'a dit Anissé n'est pas aussi mal parce que, effectivement, de plus en plus, on comprend l'importance d'avoir un contenu original et des photos aussi originales qui vont se démarquer des autres. Ce qui fait que, à l'avenir, peut-être que certains vont commencer à mettre un peu plus d'argent sur des photos qu'on va faire peut-être par an ou tous les 2 ans. Et maintenant, quand on aura peut-être la fête des mères, la fête des pères, je sais pas moi, la fête des grands-pères ou la fête même de Noël, parce que voilà Noël qui arrive, on va aussi voir les visuels qui seront utilisés. On aura forcément différentes approches en termes de sapin, de décoration de Noël, d'enfants qui ouvrent les cadeaux, etc. Donc, moi, j'attends bien voir les fêtes de fin d'année pour voir un peu les différents contenus. Mais l'idéal, évidemment, ce serait d'avoir peut-être des familles, bon, pas des familles noires américaines, on aura sur les photos, mais des familles camerounaises avec nos sapins qu'on connaît, nos petits sapins en plastique qu'on vend à Mokolo ou au marché central, et qu'on ait justement une photo qui est un peu proche de plusieurs ménages à Yaoundé, à Douala et dans tout le Cameroun. Merci, Seka. C'est pertinent, la problématique de la banque d'images. Je pense que ceux qui nous suivent sont assez édifiés. Nous-mêmes, nous le sommes. Et je pense que les choses vont bouger par la dynamique qui est en cours en ce moment sur le marché camerounais. Donc, Anissé, pour ta réponse à ta question. Oui, il a demandé si le buzz est une bonne stratégie marketing. Je ne me rappelle pas. Le buzz est-il la meilleure méthode de marketing de nos jours?
Sur Le quoi buzz, sur quoi vous vous inspirez pour produire vos textes? ouais. Gars, je savais que c'est comme si la question se devait arriver avec ce qui se passe avec Top Le Mans. Mais non, frère. Quand on parle de nous, notre principale approche, c'est bâtir des communautés autour des marques, quoi. C'est dommage, c'est le mauvais côté du buzz. C'est que ce n'est qu'à ça qu'on t'assimile. Alors qu'au fond, il y a certainement un travail de fond. Au fond, je me permets la répétition et tout, mais en réalité, il y a un travail de fond qui est fait. Nous, c'est Beamster, c'est plus de 600 000 followers sur les réseaux sociaux. C'est une communauté forte, labellisée, les experts. C'est une communication très impactante. Même si tu n'aimes pas, tu sais qu'on est là, tu vois. Et ça, et aujourd'hui, avec Top, ça fait 5 mois qu'on est là. C'est comme si c'était des années, tellement ça envoie sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec le buzz. Nous, ce que je sais, c'est que communiquer, c'est comme de l'art. Et l'art ne s'emprisonne pas. Nous, on réagit par rapport au contexte, par rapport à l'humeur du jour, à comment est-ce que les internautes réagissent. Et donc, sur le coup, comme ça, on peut se dire, OK, ici, il faut reprendre ou pas. Et ça donne ce que ça donne. Et maintenant, si, vu de l'extérieur, ça fait un gros buzz, ça ne veut pas dire que c'est la stratégie qu'il faut employer tout le temps, quoi, pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux. Non, je ne dirais même pas. Nous, on n'est même pas beaucoup dans le buzz. Si j'étais dans le buzz, c'est que, voilà, je serais dans les débats tout le temps à dire que, non, c'est pas notre approche, quoi. Mais des fois, ça ne veut pas dire que selon le contexte et certaines situations, tu peux ne pas répondre ou pas. Si jamais il s'agit comment appeler ça? Si jamais des marques, je sais pas, s'envoient des pics, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais même pas si c'est le cas, mais bon, voilà. Maintenant, en ce qui concerne la rédaction de nos tests, alors ce qui nous fait souvent marrer, c'est que on dit toujours que le CMC est fort. Il faut que je dise la vérité, c'est un groupe de personnes. Ça arrive avec une certaine énergie sur les réseaux sociaux parce que c'est plusieurs têtes qui sont dessus. Et après, comme je disais dans mes précédents propos, le secret, c'est que nous, on est au milieu de la cible, quoi. On est avec eux, on parle avec eux, on se check, on se josse, on bavarde et tout. Du coup, on sait ce qu'ils veulent et on sait ce qu'ils disent tous les jours, comment ils le disent et on leur restitue ça, mais proprement, quoi. Voilà. Et un autre point, je pense que ce qui inspire beaucoup nos tests, c'est que, en fait, nous, on va sur des contenus que les gens estiment négatifs. Ça veut dire tout ce qui est pimenterie, nous, on est dessus parce que la pimenterie, ça attire les gens. Nous, on va là-bas pour comprendre pourquoi les gens y sont. Tout ce qui est laid et qui n'est pas instructif, on est là-bas parce qu'on doit comprendre pourquoi les gens sont là-bas. Et c'est tout ce qu'il y a on va dans le négatif et on récolte tout ce qu'il y a de positif pour produire des tests assez intéressants qui marquent les internautes qui nous suivent. Donc, c'est ça, c'est le fait de rester plongé dans ce que les gens disent au quotidien sur les différents réseaux sociaux et aussi le travail d'équipe. OK. Merci, Anissé. Yvan, la seconde série de questions. Et la seconde vague de questions, bon, pour Vanessa. Aujourd'hui, pouvons-nous passer des réseaux sociaux, est-ce que nous pouvons nous passer des réseaux sociaux pour notre marketing? Pour Manuela, comment mettre en place notre stratégie de communication digitale? Y a-t-il une méthode propre? Si oui, laquelle? Pour Anissé, comment jugez-vous la bataille des boissons sur les réseaux sociaux? Et une autre partie de la première question pour Anissé, sur laquelle l'internaute vient de dire qu'il n'a pas répondu, c'était le buzz. Non, c'était pour Shouju. Avoir en concurrence signifie-t-il forcément que notre technique ne fonctionne pas bien? C'est cette partie de la question qu'il manquait tout à l'heure. On garde le même ordre. Oui, on peut garder le même ordre. Hein. Vanessa peut commencer. Tu veux qu'il reprenne la question, Vanessa?
Non, non, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos stratégies Bon, marketing? OK. Mais je pense que Oui, quand on parle même de stratégie marketing, on la veut désormais à 360 degrés. Ça veut dire qu'on ne peut donc pas penser aujourd'hui une véritable stratégie marketing sans prendre en compte les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui à la fois une opportunité pour les entreprises de se positionner, à la fois une opportunité pour les entreprises de vendre, une opportunité pour les entreprises d'accroître même leur notoriété et même d'améliorer leur image. Donc, on ne peut pas penser une stratégie marketing sans réseaux sociaux. OK. La question pour de Manuela? Oui, alors ma question c'était comment définir sa stratégie digitale. Je pense que pour moi, l'élément central pour définir sa stratégie, c'est d'identifier sa cible. Parce que de la cible, ça va découler la manière de communiquer. Je reste par exemple sur l'exemple d'Anicet. Là, il est sur un produit soft, le top. Donc, la manière dont il parle, c'est fun, c'est jeune. Il ne communiquera pas de la même manière si on parlait, je ne sais pas moi, du Ruina ou d'un autre produit. Voilà, donc je pense que la stratégie va vraiment, l'élément central pour définir ta stratégie, c'est identifier sa cible. Je communique pour quelle tranche d'âge, je communique où, est-ce que c'est pour le Cameroun, Yaoundé, Douala, bien qu'au Cameroun, selon les villes même, il y a certaines choses qui passent, d'autres ne passent pas. Donc, je pense que déjà, il faut définir sa cible, définir son périmètre. Une fois qu'on a défini ça, je pense que la stratégie découle assez naturellement parce que chaque communauté ou chaque groupe de personnes a des codes de manière de communiquer des choses propres à ce groupe-là. Donc, moi, je pense que c'est la cible qui détermine la stratégie. Donc, il faut d'abord définir sa cible. OK. Merci, Manuela. C'est quand? Alors, j'avoue, je n'ai pas trop compris la question. Concurrent, dans quel style? Parce que moi, je n'ai vraiment pas compris sa question. Je vais reposer en fait la question parce que pour toi, en fait, il y avait deux questions qui se suivaient. La première, allô? Oui, je t'écoute. Oui, la première, c'était avoir un concurrent. Oui, c'est bon, on t'écoute. Avoir un concurrent signifie-t-il forcément que notre technique fonctionne bien? Et l'autre question était comment construire un buyer persona? Ah, avoir un concurrent signifie-t-il que notre technique fonctionne bien? Honnêtement, quand on fait notre stratégie sur le digital, si les concurrents arrivent, honnêtement, déjà, c'est que le domaine marche bien, mais après, ça va pas falloir que ta stratégie est aussi bonne. Moi, je préfère toujours dire que ce que les concurrents font, c'est bien pour la veille, regardez ce qu'ils font. Mais tu n'as pas à regarder, comment dire ça, leur présence ou leur arrivée comme étant un truc positif sur ta technique. C'est en fonction de tes résultats, de tes KPI, est-ce que tu sais si ça fonctionne ou pas. Donc, honnêtement, la question même pour moi n'est peut-être pas assez, peut-être pas bien posée, parce que je crois peut-être si ça a un impact négatif, ou alors montrer que ton domaine ne marche pas bien, mais normalement, non. Tu fonctionnes avec ta stratégie. Tu fais la veille sur tes concurrents, oui, mais on part regarder les concurrents pour savoir peut-être ce qu'ils font de mauvais. Dans la thématique, qui ne peut pas, je rappelle, c'était en 2012, 2013, quand j'étais encore à Créolink Communication. Il y avait des fois des entreprises qui publiaient lors du 1er mai des photos. Comment ils mangeaient au restaurant, ils ont fait la marche sportive, ils mangeaient au restaurant, et puis il y avait des fois un match de football. Mettre des photos sur Internet avait des fois un effet un peu négatif dans le style où tout le monde disait, mais pourquoi vous ne nous avez pas invité? Vous faites votre fête de travail tranquille là-bas, nous on regarde juste les plats, la nourriture, les boissons. Là, évidemment, il y avait des contenus qui n'étaient pas forcément bien. Donc moi, du coup, quand la fête de travail arrivait, je disais souvent, évitons de poser de photos, parce qu'on n'est pas sûr que on va forcément avoir un bon impact auprès de notre communauté. Ça peut donner plutôt envie aux gens de se dire, ah tiens, voilà, quand vous négligez les gens, on n'est pas intégré à vos différentes activités en interne. Maintenant, pour la construction de buyers personas, honnêtement, moi, j'aime souvent prendre l'exemple des séries policières. Ça veut dire qu'au début d'un épisode, on trouve généralement un cadavre. Il y a la criminelle qui arrive,
qui balise le terrain, interroge le voisinage, etc., etc. Il rentre au bureau. Il y a généralement un monsieur qu'on appelle le profiler, qui fait le portrait robot du possible meurtrier ou de la possible meurtrière. Et donc, du coup, c'est donc là, avec les indices qu'on a relevés, ça et là, qu'on fait ce portrait robot. Idem pour vous. Lorsque vous voulez définir les différents personnages de votre marque, il faut savoir déjà à quoi répond votre entreprise en termes de valeurs, d'objectifs et d'identité. Ces différents aspects vont construire les différents personnages ou les buyers personnages sur l'entreprise commerciale de votre présence en ligne. Donc, c'est comme ça que pour moi, ça part. Donc, il faut détailler le plus possible et savoir que généralement, quand on peut bien contenu en ligne, ça va parler à au moins l'un de vos buyers personnages. C'est important parce que sinon, vous avez bien contenu qui n'est pas la personne et malheureusement, comme on est dans l'entrée, il n'y aura pas d'impact. Il faudra absolument que chaque contenu diffusé parle forcément à l'un de vos buyers personnages, que ce soit un profil jeune, un travailleur, un fonctionnaire, une personne âgée, une femme au foyer, etc., etc. Bon, j'espère que j'ai plus ou moins répondu à la question. Sinon, il peut me dire ce qu'il en a passé. OK. Merci, Seka. Anissé? Yep. Alors, qu'est-ce que je pense de la bataille des boissons sur le digital? C'est les boissons Le Monde. Ouais, ça fait parler. On a bien malaxé mon nom dans les groupes avec ça. Non, je pense que pour moi, c'est déjà, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas la visibilité de ce truc qui m'intéresse. Parce que la visibilité, on l'a, même sans ça. Et Top aujourd'hui parmi une des marques qui est vraiment super bien positionnée sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vois, c'est que ce truc-ci, cette bataille, si on peut l'appeler ainsi, je ne sais pas si ça en est une, vient renforcer ce que le corona a commencé, montrer l'importance du digital et rappeler aux entreprises l'importance de désormais mettre des budgets sur le digital parce qu'il y a une véritable communauté là-bas et qu'on peut vraiment s'appuyer sur le digital pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc, pour moi, ça dynamise. Ça dynamise le secteur du marketing déjà, du marketing digital d'une certaine façon et ça montre que les gens ils accordent de l'importance lorsqu'il le faut, quoi. Donc, c'est un appel pour moi aux entreprises de renforcer les équipes, de travailler avec des agences si besoin et de développer une véritable présence sur le digital. C'est comme ça que moi, je vois ce truc-là. Oui, c'est vraiment de la dynamique, ça contribue à donner de l'intérêt à la communication digitale. Nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Je ferai un dernier tour de table pour recueillir vos avis. Vous étiez panélistes, mais vous êtes aussi peut-être demain des potentiels partenaires parce que vous contribuez à ce que le digital aujourd'hui, au niveau du Cameroun et de la sous-région. Donc, Vanessa, ton propos de la fin, qu'est-ce que tu peux dire après avoir participé à ce 8e webinaire de Camtel? D'accord, merci Lionel. On va commencer par remercier Camtel. Et puis, pour la fin, il est question de dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, avec le dernier propos d'Anissé, où il parle de l'importance du digital. Il est important que les entreprises prennent conscience du fait que les réseaux sociaux, Internet, ne doit plus être une option, ne doit plus être un moyen, enfin, un pan qu'on remet en second, Internet ou le digital aujourd'hui est très important et prend une place prépondérante dans les différentes stratégies des entreprises. Merci. OK. Merci à toi. Manuela, c'est vrai qu'on a écouté le coach pendant le webinaire. Ça a coupé quand tu as parlé, je n'ai même pas entendu. Et c'est vrai qu'on a écouté le coach pendant le webinaire. Parce que ce que je peux dire hors Universal, c'est juste d'une manière générale que, comme on l'a dit, la communication sur Internet, c'est très important, que ce soit sur les RS ou sur d'autres canaux. Et là, on parle en l'occurrence du divertissement des marques, mais il y a aussi la communication institutionnelle. Dans les questions, là, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir comment les ministères peuvent communiquer. Pour moi, c'est justement un bon exemple parce que
comme ils ne communiquent pas déjà naturellement, c'est-à-dire que ce soit en télé ou autre, le digital, justement, comme c'est gratuit, et enfin, pas que c'est gratuit, mais ça a moindre coût par rapport aux autres trucs, ils ont le moyen de montrer ce qu'ils font, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'institutions qui font des choses, mais qui ne sont pas du tout connues du grand public. Donc, juste au moins édifier le public sur qu'est-ce qu'ils font au day-to-day, comment ils recrutent, etc. Pour moi, c'est déjà un bon contenu pour les institutions, les ministères et autres. Ça, c'est une question qui était dans le forum. OK. Les attentes particulières vis-à-vis de ce webinaire ou d'après avec elle, ça va? J'ai pas entendu. Les attentes particulières vis-à-vis de ce webinaire ou de Camtel? Des attentes particulières vis-à-vis de ce webinaire, ce serait de multiplier ce genre d'actions et aussi, pourquoi pas, de donner la parole ou alors de donner des tips, parce que dans les commentaires aussi, j'ai vu pas mal de personnes qui posaient des questions qui ont peut-être besoin d'être édifiées avec des personnes plus expertes que je vois comme Seka ou Anissé. Donc, pourquoi pas offrir des formations ponctuelles, je dirais pas formation, mais au moins des sessions où ces personnes-là pourraient repartir avec au moins des petites astuces, parce que c'est très important, en tout cas, je pense. Donc, ce serait ça. On prend le point les pertinents, des masterclass par exemple, Exactement. pour permettre à certains d'être mieux édifiés. Mr. Seka. Alors, déjà, ce qui est important, c'est que ces webinaires permettent de mettre en avant notre domaine d'activité. Et moi, c'est toujours une bonne opportunité d'échanger là-dessus, parce que quand la COVID est arrivée et continue de sévir, moi, j'ai toujours dit que c'était un très bon argumentaire pour les marques, pour les chefs d'entreprise, les décideurs, de leur dire qu'il faut maintenant aller sur le digital. Et je pense qu'Anissé a parlé de ça en disant que ces décideurs, des fois, attendent des campagnes, attendent des événements pour dire que, tiens, comme on a fait des flyers, on a fait des campagnes télé, il faut qu'on pense au digital. Non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne doit pas toujours arriver en travail pompier et avoir des objectifs assez énormes qu'on doit atteindre en 2-3 mois. Comme j'ai vu une question dans l'espace QR sur Zoom. Oui. On doit penser sur un moyen ou long terme. Ce n'est pas quand quelque chose va arriver, on se dit qu'il faut qu'on pense à nous. Non, ne pensez pas à nous comme ça. Il faudrait être rapidement sur le qui-vive, installer une présence, comme beaucoup de marques africaines et camerounaises le font. Et puis le jour maintenant où vous avez des événements, que vous puissiez juste activer ces différents canaux et ce soit très fluide. Donc, la formation est importante. Il faut se former et il faut surtout optimiser sa présence, savoir y être, pas juste pour des campagnes précises, mais y être sur la durée et non juste pour des actions ponctuelles. Ponctuel. OK. Merci, Seka, pour tes propos pour la fin. Anissé, on boucle la boucle. Ouais, je voulais d'abord dire merci à Lionel et à Camtel pour cette initiative. C'est super intéressant. S'il y avait des suggestions à faire, je pense que peut-être ça aurait été beaucoup plus dynamique si les questions n'étaient pas destinées à une seule personne, tu vois. Moi, j'aurais aimé écouter mes collègues sur la bataille de machin, de Le Mans, quoi. Parce que moi, je suis au centre du truc, quoi, tu vois. Je ne sais pas si les gens voulaient qu'ils disent que non, c'est trop bien, on est trop fort, tu vois. C'est les autres, je pense que leur avis aurait été même un peu plus pertinent. Ça aurait peut-être permis de défendre, moi, notre position et notre vision par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne justement à avoir déjà des occasions pareilles d'échanger avec les autres, c'est énorme. Et donc, c'est super intéressant. Moi, ça me plaît bien. Et donc, je dis merci vraiment pour ça. Et comme mot de fin, en ce qui concerne le digital, je veux aussi dire aux entreprises comme c'est le cas. Moi, je dirais que je pense qu'il est temps que les entreprises travaillent avec les gens qui apportent les résultats.
on travaille beaucoup avec les gens qui n'apportent pas forcément qui n'apportent pas forcément les résultats. Et je pense qu'il est temps qu'on travaille avec des gens qui apportent les résultats et qu'il est aussi temps que les entreprises prennent le risque de parler le langage de la cible. Ça, on ne le fait pas. On se dit qu'il faut rester, en même temps, on veut parler aux gens, en même temps, on veut rester corporate. C'est 2 poids, 2 mesures. Tu veux parler le langage soutenu à celui qui ne comprend même pas déjà ce que tu dis, tu vois, et tu as peur de parler son langage, mais tu veux lui vendre quelque chose. Donc, je pense qu'il est temps que les entreprises prennent le risque de parler le langage de la cible et d'exiger les résultats avec les personnes avec lesquelles elles travaillent. Je pense que c'est comme ça que le milieu sera beaucoup plus compétitif et que tout le monde pourra vraiment jouir de l'opportunité qu'est le digital. Donc, et je rejoins l'autre avec les gens doivent davantage se former, davantage participer, écouter des webinaires comme celui-ci, quoi. Et surtout, il faut que les gars appliquent beaucoup le marketing. Le marketing, bien, nous sommes à l'ère du digital. Il n'est plus question de faire les mêmes choses, mais de faire ce qu'on veut. Je vous remercie, Vanessa, Manuela, Anissé, Seka, d'avoir accepté d'être présent sur ce panel des webinaires de Camtel. Ceci n'est qu'un début. Nous sommes là pour édifier, pour vulgariser le digital. Nous sommes à l'ère du digital. Merci à tous qui nous ont suivis. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Camtel jeudi. Bonne soirée à tous et au prochain webinaire. Allez, bye. Au revoir tout le monde. Vanessa, Manuela, chez nous. Bye bye. Yes. Bye bye tout le monde.